Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc, on va passer à l'étude de l'appareil reproducteur femelle pour savoir comment se forme le sac embryonnaire au sein de cet appareil. L'appareil reproducteur femelle, c'est ce qu'on appelle le pistil. On a déjà étudié sa structure, le pistil ou bien le gynécée, formé à la base d'un ovaire qui se prolonge par le style et qui se termine par le stigmate. D'accord? Alors, à la base du pistil, donc on a dit qu'il y a l'ovaire. Une coupe transversale au sein de l'ovaire montre qu'il est formé par des loges. Là, comme vous voyez, on a 3 loges qu'on appelle également des carpelles. Au sein de chaque carpelle, vous avez 2 ovules. D'accord? Là, vous avez un schéma qui montre les 3 carpelles avec 2 ovules dans chacun de ces carpelles. Donc là, vous avez le cas d'une fleur dite tricarpellée, avec 3 carpelles. On peut avoir plus que 3 carpelles, 4, 5, d'accord, selon l'espèce étudiée. Alors, quelles sont donc les étapes de la formation de ces grains de pollen? Là, vous avez l'ovule, d'accord? Au sein de l'ovule, on a une grande cellule appelée mégaspore. Ici, vous avez la mégaspore qui s'est divisée pour donner 2 nouvelles cellules. Là, vous avez la deuxième division qui a donné naissance à 4 cellules. Et au cours de la 3e division, on obtient un ensemble formé par 8 noyaux qui s'organisent en 7 cellules. C'est ce qu'on appelle donc le sac embryonnaire, c'est ce que vous avez ici. D'accord? Donc, mégaspore subit une première division de cellules. Deuxième division, on a donc 4 cellules. Troisième division, on a 8 noyaux, mais qui s'organisent pour former 7 cellules. C'est ce que vous avez là-bas. C'est ce qu'on appelle un sac embryonnaire. Alors ça, ce sont des observations microscopiques. Alors maintenant, on va passer à des schémas explicatifs. Donc là, vous avez le schéma d'un ovule. Au sein de l'ovule, on a une cellule mère qui est à 2N diploïde, entourée bien sûr de réserves et de téguments. Et là, vous avez une ouverture qu'on appelle le micropyle. Cette cellule mère, elle va subir une méiose pour donner 4 cellules filles, c'est-à-dire division radicelle suivie d'une division équationnelle. Donc 4 cellules filles appelées des mégaspores qui sont AN. Les 3 de ces 4 cellules filles, de ces mégaspores, dégénèrent et meurent. Il en reste une. Alors, la mégaspore survivante va subir 3 mitoses successives pour donner, comme on a dit tout à l'heure, alors 8 noyaux qui s'organisent en 7 cellules. Alors, ce sac embryonnaire, donc formé par 7 cellules, du côté du micropyle, vous avez une grande cellule, c'est ce qu'on appelle l'oosphère, c'est le gamète femelle, entouré de 2 autres cellules appelées les synergides. Au centre du sac, vous avez 2 noyaux formant la cellule centrale, et du côté opposé du micropyle, vous avez 3 cellules appelées les antipodes. Donc antipodes plus la cellule centrale avec les 2 noyaux, oosphère et les synergies, tout ça, ça forme ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Ouais. Alors, une fois que les grains de pollen se sont formés, alors ils doivent être déposés sur l'organe femelle. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. La pollinisation, c'est le transfert, vous transportez des grains de pollen sur le stigmate de l'appareil femelle. D'accord? Alors, comment se fait la pollinisation? Quelle est son importance? Quels sont les agents de pollinisation et quel est le mécanisme de la germination des grains de pollen? Alors là, vous avez des expériences qui montrent l'importance de la pollinisation dans la fructification. Vous avez une fleur avec les étamines et le pistil, l'organe femelle ici au milieu. D'accord? Au bout de 2 à 4 semaines, alors cette fleur se transforme en fruit. Deuxième expérience, vous avez une fleur avec les étamines, mais le pistil est entouré de gaz qui bloquent le pollen. Au bout de 2 à 4 semaines, le pistil meurt. Dernière expérience, expérience C, vous avez toujours la fleur avec les étamines, le gaz qui entoure le pistil,
on a déposé des graines de pollen sur le stigmate de la fleur et on constate que le pistil se transforme au bout de 2 à 4 semaines en fruit. Donc, qu'est-ce qu'on conclut à partir de ces résultats expérimentaux? Donc, on conclut la nécessité du pollen. La fleur ne peut se transformer en fruit qu'en présence des pollens, les pollens qui doivent être déposés sur le stigmate. Donc, c'est ce qu'on a appelé la pollinisation. Alors, quels sont les agents de pollinisation? Alors, comme on voit sur les photos, donc il y a pollinisation par le vent, par les abeilles, par les oiseaux, par l'homme, et même par les animaux, l'eau, le vent. Donc, il y a différents agents de pollinisation. Cette pollinisation, elle peut être soit directe, c'est-à-dire que les grains de pollen de la fleur se déposent sur le pistil de la même fleur, ou bien indirecte, c'est-à-dire que les grains de pollen d'une fleur doivent être transportés pour être déposés sur une autre fleur. C'est ce qu'on appelle une pollinisation indirecte ou croisée. Alors, quelle est l'importance de cette pollinisation? Alors, vous avez là un tableau qui résume la productivité des carottes dans des conditions différentes. La culture dans les champs, on a une productivité de 322 kg par 40 arts. Et là, vous avez donc une culture sous serre. En absence d'insectes, vous n'avez que 58 kg. En présence des petits insectes, 205. Et en présence d'abeilles, 381. Donc, qu'est-ce qu'on constate à partir de ces résultats? La culture, elle est importante dans les champs et sous serre, mais à condition qu'il y ait présence d'abeilles. Ceci donc nous montre l'importance de la pollinisation. Lorsqu'il y a des agents de pollinisation, le rendement agricole devient plus important. Alors, merci pour votre attention et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah.